Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on se met en mode extra-school, extrascolaire. Ça fait beaucoup de ex. C'est parti pour le sommaire. Extrascolaire, cette fois-ci, on parle à la découverte d'un nouveau sport, le racquetball, qui connaît en ce moment un franc succès. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les règles? On vous explique tout. Dans un instant, le racquetball, c'est du petits et grands, pas de contact, mais un sport ô combien intense qui fait, vous allez le voir, la part belle à l'inclusion. Et puis déjà plusieurs clubs en France, une fédération française, mais également internationale. Quel potentiel, quel avenir pour le racquetball? On en parle tout de suite avec mes invités, avec Christophe Lehmann. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, secrétaire général de la fédération de racquetball, et Laurent Bideret est également avec nous. Bonjour Laurent, vous êtes, on vous connaît, coach olympique, coach formateur en racquetball. C'est parti pour la loupe avec Mathilde. Salut Mathilde Vessels. Salut, ça. Qui s'est mis au racquetball? Ouais, tout à fait. Ah bah je me mets à l'énergie du racquetball. Mais oui, je vois ça. Attendez. Vous êtes prêt avec la raquette et tout. Moi, sport de raquette, et en plus, le panier et tout, ça me parle. Allons-y, Ouais, le racquetball, c'est quoi? Alors, il s'agit d'un tout nouveau sport collectif, donc à raquette. C'est un peu comme du football, mais avec des raquettes. Les joueurs ont chacun une raquette dans la main, dribble, passe, coopère et tire vers la cible qui n'est pas gardée, comme le foot par un gardien. Il s'agit d'un panier, un peu comme au basket. Alors moi, tout de suite, on fait comment pour gagner? C'est la première question. Alors, les règles du jeu, elles sont assez simples. Il y a deux équipes composées de 6 joueurs munis chacun d'une raquette. Et leur but, atteindre la target, adverse avec la balle. La target, donc, c'est le but. Les joueurs y parviennent grâce à des passes entre partenaires ou des progressions individuelles. La finalité étant le fameux TARG, T-A-R-G. On en parlera évidemment tout à l'heure. Ces fameux paniers dont je vous ai parlé sont appelés donc des targets, qui sont des cercles de 110 cm de diamètre positionnés en hauteur et possédant un espace intérieur creux de 40 cm de diamètre. Le terrain mesure, lui, 20 mètres de long sur 10 mètres de large. Et voilà, il y a les points ensuite. C'est juste 3. On compte les points comment? Alors, un target qui touche la target compte 1 point. Un target qui passe le trou central de la target depuis la zone de l'adversaire compte cette fois 2 points. Et un target qui passe le trou central de la target depuis sa propre zone compte 3 points. Et enfin, la durée d'un match est de 20 minutes, se divisant en 4 périodes de 5 minutes. Ça vient d'où le racquetball? Alors, pour une fois, ça vient de chez nous. C'est bien, c'est bien de le dire. C'est en France que le racquetball voit le jour en 2012 grâce à Christophe Wensou, dit Chris Oven, qui est un artiste sculpteur, peintre et plasticien. Il imagine un sport, en fait, où 2 équipes évoluent avec une raquette dans la main et une balle. Et ensuite, entre 2013 et 2015, le créateur donc établit les premières règles de jeu. Et donc, ça commence un peu à prendre forme. Le racquetball est présenté en France en avril 2013 sur la commune de Valbonne-Sophia Antipolis et dans les Alpes-Maritimes. Ça se passe là-bas, décidément. Et oui, tout se passe là-bas. En 2015, le racquetball se fait connaître sur la chaîne beIN Sport avec Gérard Houllier qui présente ce nouveau sport à la télé. Il y a une fédération internationale? Oui, tout à fait. En novembre 2017, le premier règlement officiel de racquetball est déposé au tribunal fédéral de justice de Bruxelles, donc en Belgique, et son premier président, Emmanuel Dureuil. En 2019, la team racquetball a un objectif, faire du racquetball un sport reconnu partout dans le monde et devenir même une discipline olympique. Mais pour cela, il faut évidemment un équipement de taille, c'est-à-dire un terrain de racquetball mobile. De racquetball, oui, c'est bien ça que j'ai écrit racquetball, je me suis fait un doute. Mais pour cela... C'est pas grave, Mathilde, c'est nouveau. Mais oui, on c'est découvre, pour ça, il n'y a pas de souci. Non, c'est racquetball, on est bien d'accord. Il faut un équipement de taille, donc un terrain de racquetball mobile, complet, facile à monter, de bonne qualité et surtout homologué donc par la Fédération internationale. Et on peut le dire, c'est aujourd'hui un pari réussi, car ils ont réussi à développer cet équipement unique au monde. Et on en parle justement avec nos invités, l'expression orale. L'expression orale avec Laurent Bideret, qui est coach formateur en racquetball, avec Christophe Lehmann, qui est secrétaire général de la fédération de racquetball. Effectivement, elle a parlé de Christophe, qui est l'inventeur du racquetball. Il faut être un petit peu fou pour avoir inventé ça, non? Exactement. Quand un artiste dans l'âme. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé avec l'éducation nationale. Il avait créé déjà des petits concepts. Gros passionné de sport en plus. Voilà, il a créé des concepts de marelle, de mini-table, tennis de table, zing-zong. Voilà, donc il est vraiment dans l'art sportif. Il développe également les bulbes. Ce sont des personnages avec du matériel recyclé. D'ailleurs, il était au championnat du monde de Arsène Goula-Mirian pour présenter cette œuvre, la boxe. Cette œuvre, voilà. Donc c'est dans la continuité, le racquetball, de ses créations artistiques. Et c'est vrai, l'art et le sport
c'est très important pour lui. Vous avez effectivement, vous faites la promotion de ce nouveau sport. Vous étiez notamment au congrès, au 104e congrès de l'Association des maires de France, avec à chaque fois, alors moi je vous ai vu là-bas aussi, les maires, les élus qui voient effectivement cette construction, on va voir les images, avec ce panier, si je puis dire. C'est du 3-3, c'est ça, avec un terrain de 20 mètres sur 10 et une certaine singularité. C'est des équipes de 6. D'accord. Voilà, 3 sur le terrain, 3 remplaçants. Étant donné que ce sont des formats de 20 minutes, 4 fois 5 minutes, très cardio, donc les joueurs peuvent changer lors des arrêts de jeu. Donc on est équipe de 6, 3 sur le terrain, 3 remplaçants, ça tourne. Donc on peut jouer à 12, donc collectif. La différence qu'avec tous les sports de raquettes, soit individuel, soit par équipe, là on est sur un sport collectif et accessible à tous. Laurent, on va revenir bien sûr sur le côté cardio, le côté physique. Je sais que c'est votre domaine, mais on a vu ces images, on va demander à la régie de revoir ces images. On a quand même le sentiment que ce nouveau sport a une singularité, a une identité propre. Complètement, oui. Dans l'ADN de ce sport, déjà, c'est un sport sans contact physique. Donc, ça change vraiment l'état d'esprit et la volonté de la partie collective de ce qu'a voulu donc l'inventeur Chris Hoven. Ouais. Et ça en fait une nouvelle façon d'aborder le sport, justement, sans défi physique. Donc, c'est pour ça que ça en fait un sport pour tous. Et donc, tout le monde... Vous m'avez dit en off tout à l'heure que vous avez réussi à faire jouer même des rugbymen qui ont donc... dû réapprendre à s'éviter, si je puis dire. C'est ça, exactement, des rugbymen ou des handballeurs, c'est un peu physique. Et donc là, ils sont obligés de penser autrement et de penser même, je dirais, plus collectif et plus avoir une ouverture d'esprit sur l'espace et sur, justement, se démarquer pour avancer dans le terrain adverse et marquer des targets, donc des points. Christophe Lehmann, le sans contact, le sens du collectif, c'est l'ADN justement de ce nouveau sport ? C'est l'ADN de ce nouveau sport, le sans contact. Donc il y a le travail... visuel, vision périphérique sur le terrain et le fait de pouvoir travailler sans toucher l'adversaire au niveau des équipes, c'est ce qui fait la particularité de ce sport. Donc il y a une maîtrise de soi, il faut contourner, l'attaquant doit contourner le défenseur et vice-versa. Donc on est vraiment sur un sport vraiment avec une façon de jouer qui est très visuelle. Et... À l'intérieur, où je le reprécise, effectivement, parce qu'on voit de la neige, à l'extérieur, sur sol sec ou sur sol plus délicat. Comment on fait pour dribbler sur un... Alors, sur la neige. Sur la neige, la base du ragdoll, c'est le dribble-up. Donc on dribble avec par-dessus. Il n'y a pas de dribble, on n'est pas du tout... on a l'opposé du basket. Non, pas du tout, on n'est pas du tout, c'est pas du basket. On est vraiment sur du dribble-up, on dribble et on fait un rebond au sol. Donc on est sur des passes et c'est des interactions. On le voit bien sur les images. On peut jouer sur toute surface. Sur toute surface. C'est la force de ce sport. C'est un sport mobile et on peut jouer sur toute surface, indoor, outdoor. On peut jouer sur la neige, donc sur le sable, sur l'herbe, sur du béton, sur du tartan, sur du parquet. On a compris. C'est compliqué à apprendre ou pas ? Non, c'est pas très. C'est très technique. Très facile. C'est tout. Nous, on a des enfants à partir de 6 ans qui jouent. Nos 2 premiers clubs, on a un club à Biot et à Palbonne, dans le 06. On a des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. On est beaucoup en périscolaire, donc dans les écoles. Les enfants, ils assimilent rapidement. Mais à Biot, il y a combien de catégories dans le club, par exemple ? Alors, c'est les clubs familles. Alors, nous, on a un concept qui... là, aujourd'hui, on développe un sport loisir. Donc, on a des pratiquants. On n'a pas encore de compétition. Oui. On développe dans un sport loisir. Donc, en fait, dans les clubs, c'est les familles qui jouent. Donc, on n'a pas de catégorie. Les enfants peuvent jouer avec les parents. On est vraiment sur une pratique de loisir, sur apprendre un nouveau sport, les nouvelles règles. On est aux prémices de ce sport en termes de pratique. Donc, le but, c'est vraiment de développer la pratique sportive et en parallèle de développer dans les écoles, surtout dans le périscolaire. Et pour revenir sur les équipements, la mobilité, on a voulu en fait travailler sur un sport de raquette pour tous. Certains sports de raquette sont des fois inaccessibles en termes de coûts et de développement par rapport au fait d'avoir des terrains fixes. Là, le fait d'avoir la mobilité, mais c'est vraiment un sport pour tous. Il peut être accessible vraiment à tout le monde, que ce soit dans un village où on pourrait pas mettre des infrastructures fixes ou également dans des quartiers prioritaires, en zone rurale. Ça intéresse, j'imagine, voilà, ça intéresse, les directeurs d'école aussi. Tout à fait. On aura dans un instant, Mathilde, une question, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire que ça a commencé il y a très peu de temps. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à vous faire connaître ? Alors, vous êtes dans les Alpes-Maritimes, donc c'est assez facile, entre guillemets, mais au niveau national, comment vous faites ? Alors, on a parlé de Bein Sport. Est-ce que vous avez des adeptes un peu partout en France ? Alors,
Norvège, madame, en Norvège. Oui, on a quelques contacts à l'étranger, mais ce qu'on veut surtout, c'est développer dans notre pays. On veut développer. Ce sport a été créé en France par un Français. Avant d'aller à l'étranger, on veut vraiment le développer sur notre territoire, comme je le précisais, au niveau scolaire, avec les enfants. Le développement, il se fait sur le terrain. C'est-à-dire que nous, on a mis en place alors aujourd'hui, on n'a pas d'agrément ministériel, on est une jeune fédération. Donc, on doit se déplacer. Donc, cet été, on a mis en place une tournée des villages. Par exemple, on est allé dans tous les villages de France. Dans toutes les régions. Quel retour d'expérience? Avec un retour assez positif. On a les collectivités qui ont investi dans le matériel et puis qui ont voulu créer une section racquetball au sein de leur village ou de leur collectivité. Donc, on travaille beaucoup avec des petites villes de moins de 5000 habitants. L'accessibilité, je l'ai expliqué, du sport et l'accessibilité de l'équipement fait que c'est plus facile à... Oui, parce que l'équipement, on l'a pas précisé, on l'a pas montré en photo, parce que là, effectivement, on voit les images avec les actions, mais ça tient dans une valise. Une valise de 2 mètres. Non, 1m38 de long qui rentre dans une voiture, qui peut rentrer dans un avion, dans une soute d'avion. Ouais. Donc, ce qui fait que... Donc, quand les directeurs d'école vous disent il me faut quoi, en fait, vous dites il faut juste une cour d'école. C'est ça, exactement. Une cour d'école, ça suffit largement. Alors, on règle beaucoup de problématiques. On règle la problématique. On a les 30 minutes de sport en plus par rapport à l'éducation nationale qui fait que on cherche de nouvelles activités. On est souvent sur des activités toujours classiques, le football ou d'autres sports. Ouais. Là, aujourd'hui, le racquetball, l'avantage, c'est que chaque enfant a sa raquette et sa balle. Donc, on a connu ça tous quand on faisait du sport. Certains enfants sont délaissés parce que ils sont pas très forts dans certaines activités. Là, le fait de pouvoir avoir sa balle et sa raquette, on peut travailler des exercices. On est de suite en mouvement, de suite sur le terrain. Mais c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure sur la technique, parce qu'on voit les images, ça va très vite. On a vu qu'il faut être assez rapide, en tout cas pour ce sport, j'imagine, pour faire la différence. Mais que la raquette, on la voit pas. C'est une toute petite raquette, mais je crois que la balle aussi est assez petite et assez légère. La raquette, elle a été faite pour ça. C'est une prolongation. Prolongement de la main, quoi. Un prolongement de la main, ce qui en fait on va dire, une facilité pour justement maîtriser cette raquette et cette balle. Et après, au niveau de la vitesse, on n'est pas obligé d'être le plus rapide. On peut s'amuser tout de suite en faisant rebondir la balle. Et après, en fonction de son niveau, ça ira plus ou moins vite. Mais c'est pas nécessaire d'aller vite au début pour pouvoir prendre du plaisir et jouer à ce nouveau sport. Et la balle, ça ressemble quoi à une balle de squash beaucoup plus mou, c'est ça? Un peu plus mou. Et plus de diamètre. Plus petite. C'est une balle en sécurité. Il faut savoir aussi, en dehors de la fédération, la start-up qui développe les équipements, RZ Ball Company, a développé un équipement aussi qui soit adaptable en milieu scolaire. Donc, on a travaillé aussi la normalisation. Il a fallu tout créer au niveau des normes. On ne dépend pas de normes classiques comme les équipements sportifs d'autres sports. Donc, il a fallu travailler avec un bureau d'études. On a travaillé avec le bureau de contrôle pour pouvoir en fait normaliser pour que ça puisse aussi rentrer dans les écoles. C'est-à-dire que ces derniers mois, le racquetball a déjà évolué? Oui. En raison de ces contraintes techniques? Et en raison de ces contraintes techniques, exactement. Le développement de l'équipement est très important. La sécurité pour les enfants, la sécurité aussi pour l'école. Donc, on a travaillé sur une raquette bien spécifique, comme l'expliquait Laurent, et puis sur l'équipement mobile. Et ça a été un travail. On a mis 4-5 ans au niveau recherche et développement. On a eu quand même l'aide de l'État français, BPI France, l'Europe, la région, qui a aidé la start-up à pouvoir développer l'équipement. Et puis en parallèle aussi, on a mis en place la fédération pour aussi développer la pratique, le règlement, le jeu. Donc on est sur une continuité et quelque chose qui est très positif par rapport au fait de créer un nouveau sport. Sur le plan du jeu, Laurent Bidari, pas de contact, on l'a dit, c'est l'ADN de ce sport, le racquetball. Est-ce que cela permet aussi de jouer justement en mixité, autant de filles que de garçons, et peut-être aussi la question de l'inclusion? Parce que j'ai vu des vidéos où on voyait effectivement ces jeunes en fauteuil. Exactement. Le fait du sans contact permet à toute personne de jouer, justement aussi le côté famille, mais ça peut être justement enfants, parents, hommes, femmes, des personnes handicapées, que ce soit sur fauteuil roulant ou d'autres handicaps. Et c'est pas gênant puisque à partir du moment où la personne maîtrise le rebond sur la raquette, le dribble-up, elle est protégée. On peut pas lui prendre la balle tant qu'il maîtrise cette action. Du coup, tout le monde peut jouer avec tout le monde et c'est ça qui en fait aussi cette innovation. Quelle est la part de stratégie du coup dans ce jeu? On a compris que il y a une partie physique parce que moi, je les vois cavaler ou je les vois rouler assez vite. Du coup, c'est une large partie qui est faite à l'aspect stratégique, tactique.
Là, 3 contre 3 et avec les 3 changements. L'intérêt de 3 contre 3, c'est que ça ouvre les espaces et que ça oblige les gens à jouer collectif, à se déplacer, à trouver justement des espaces libres pour pouvoir récupérer la balle dans de bonnes conditions et pouvoir tirer, donc faire des targets. Et donc ça ouvre l'esprit justement et cette vision périphérique. Qu'est-ce qui te fascine autant? Qu'est-ce qui fait que tu crois autant en ce projet, en ce nouveau sport, Laurent, toi qui étais coach olympique? Moi, je suis passionné de sport depuis que je suis petit, donc ça c'est clair. Et le fait de s'amuser en fait rapidement aussi. Souvent, les gens sont frustrés dans un nouveau sport comme voilà. Si on progresse pas assez vite, voilà, par exemple, c'est un exemple pour jouer au golf, on va pas s'amuser tout de suite. On va vouloir voilà. J'ai jamais essayé, mais il paraît qu'il y a quand même quelques heures de pratique avant de commencer à maîtriser. Alors que là, franchement, en moins de 5 minutes, pour n'importe qui, il maîtrise déjà tout de suite la fonction principale du racquetball. Il va commencer à pouvoir jouer et à s'amuser, voilà, de 6 ans jusqu'à 80 ans. First ground, je vois effectivement sur l'écran. Mathilde. Non, mais c'est vrai, c'est vachement intéressant, mais j'ai l'impression que je vois plus d'hommes sur les vidéos que de femmes. Est-ce que ça attire plus les hommes, les sports un peu collectifs comme le foot ou le basket? Vous arrivez à avoir autant de femmes que d'hommes dans les équipes ou... Alors, on joue effectivement là, les images, on voit un peu plus d'hommes, mais dans le club, on a autant de femmes que d'hommes et beaucoup d'enfants aussi. Alors, c'est vrai que sur nos vidéos officielles, on a aussi par rapport au droit à l'image des enfants, donc on peut pas aussi utiliser dans les écoles les images, c'est un peu compliqué, donc on a un peu plus on voit un peu plus d'adultes, mais effectivement dans les écoles on a des enfants mixité, comme expliquait Laurent, hommes, femmes, c'est vraiment un sport pour tous. Ça se joue aussi bien donc en intérieur qu'en extérieur? Oui, complètement. Ouais. C'est l'intérêt, c'est de pouvoir jouer n'importe où. Ça prend pas de place, on l'a dit. On peut jouer sous la pluie, sous la neige. Il faut avoir un certain budget. Ça coûte combien justement pour les élus qui vous ont découvert du coup à l'Association des maires de France ou encore une fois ici, tous ces gens qui regardent School TV, est-ce que justement c'est abordable? Alors c'est très abordable parce qu'on est sur des coûts qui sont inférieurs à 10 000 euros, 7 500 euros pour un terrain complet avec la formation. Donc on a des packs éducation spécifiques pour les communes où on a des raquettes pour une classe de 30 enfants. Donc on est un sport accessible. On élimine surtout pour les petits villages le problématique du foncier, ce qui coûte le plus cher. Les infrastructures, et en plus avec les prix d'énergie qui sont en train d'exploser. Exactement. C'est un véritable casse-tête, donc j'imagine que c'est une solution clé en main que vous leur apportez. Quelle plus-value à l'école de ce sport? Qu'est-ce qu'on peut développer comme aptitude avec le racquetball qu'on fait peut-être pas avec le football ou le tennis, je sais pas. C'est pas qu'on fait pas, mais en tout cas, on peut faire énormément de choses avec. C'est un sport complet? C'est un sport complet, aussi bien pour la maîtrise de soi, par rapport à se contrôler, à la coordination, et aussi par rapport après justement au partage avec l'autre, à ce côté de maîtriser l'envoi de la balle, la coordination, l'agilité. Donc c'est sur vraiment beaucoup d'aspects en termes éducatifs. Ça permet de créer plein d'ateliers en fait différents et d'améliorer des capacités de l'enfant sur vraiment de nombreux domaines. Christophe Lehmann, on peut imaginer demain que ce sport soit télévisé, parce que je vois effectivement ces vidéos avec ces caméras embarquées. Je trouve ça assez impressionnant. Oui, ça pourrait être télévisé. Et, le gros avantage de ce sport, c'est que c'est un format 20 minutes. Donc un format YouTube, 20 minutes, 4 fois 5 minutes. Donc effectivement, les matchs pourraient être diffusés. C'est des formats courts. Aujourd'hui, dans certains sports, sans les nommer, rester 2 heures, 3 heures, 4 heures devant son téléviseur, c'est contraignant pour des enfants qui, eux, ont des formats YouTube. Les enfants, les adolescents veulent d'autres formats, il faut que ça aille vite. Donc on est sur un moi, j'ai fait sport... pendant très longtemps du tennis de table, Christophe, et il y avait toujours cette dimension. Alors quand tu jouais, tout le monde était content, mais à la télé, les téléspectateurs, par exemple, ça allait tellement vite, ne voyaient pas la balle. Oui, il y avait ce côté, quand même, où tu dis, ok, eux, ils ont l'air de s'éclater, mais nous, on voit rien. Tout à fait. C'est vrai que certains sports, au niveau au niveau visuel, ne va pas rendre. Là, on est sur un sport déjà collectif, avec des phases de jeu, des interactions. Donc, effectivement, au niveau caméra, nous, on travaille avec des GoPro, où on a des caméras embarquées. Donc, ce qui fait que c'est vrai qu'au niveau visuel, puis le fait d'avoir un format court, donc on pourrait faire un match au niveau de la télé entre des émissions format court, donc facile à regarder. Donc même un championnat, les matchs vont vite. Donc effectivement au niveau visuel, c'est très intéressant. L'info en plus avec Mathilde.
Mathilde Vessel, c'est cette information en plus. Vous allez nous parler de l'avenir du ragdoll, notamment dans la commune de Saint-Nazaire. Tout à fait. En juillet dernier, Chris Hoven, donc le fondateur de ce sport, est venu à Saint-Nazaire dans le Gard pour présenter le ragdoll, ce qui a ravi le maire de la commune, Gérald Missour. Alors, il a tellement été conquis par ce nouveau sport qu'il a déclaré vouloir organiser des Olympiades regroupant tous les âges, les jeunes et les moins jeunes. Et parmi les sports qui pourraient être représentés dans ces Olympiades, eh bien, il y aurait le ragdoll. Et pour la petite histoire, la commune de Saint-Nazaire a sollicité le label Terre de Jeux 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris et souhaite coupler ces Olympiades à une exposition sur l'histoire des JO. Donc peut-être le ragdoll bientôt. Laurent Bidary, le ragdoll sport olympique, c'est un doux rêve? Complètement, c'est une idée directrice de l'évolution de ce sport, puisque Super. comme c'est un sport mobile très facile à déplacer, il peut facilement être déployé partout dans le monde rapidement, et donc fédérer des pratiquants, et de là, forcément, développer des compétitions et un accès plus tard, évidemment pas forcément en 2024, c'est clair, mais Oui. dans quelques Olympiades, être un nouveau sport olympique, sans problème. Christophe, est-ce que vous avez déjà vu, alors bien sûr le sport récent, et quand vous partez, parce que vous avez dit que vous avez fait plusieurs fois le Tour de France, quand vous partez, et que j'imagine que les jeunes qui ont goûté au ragdoll n'ont pas forcément la structure, est-ce que vous avez vu, je ne sais pas moi, des photos de jeunes qui essaient de reproduire la structure, je ne sais pas qui les ont construites? On ne peut pas reproduire la structure. Qui est quand même assez particulière. Oui, tout à fait. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Comment ça s'appelle? Alors c'est pas un panier, c'est un nom? C'est une target. Une target. C'est target, une raquette de ragdoll. Voilà, c'est un terme bien spécifique. Non, techniquement, c'est pas possible de le reproduire. En plus, la start-up a des brevets déposés sur les équipements. C'est une vraie innovation avec un travail de 4-5 ans d'innovation. Non, ce qu'on a comme retour des enfants, c'est le fait de pouvoir créer le club, de pouvoir. Donc, les enfants stimulent aussi la collectivité en allant voir les élus en disant on voudrait créer. On a par exemple l'exemple de Vias, une commune dans le 34, où ils veulent créer le club. Donc, la commune, la collectivité a investi dans l'équipement au niveau périscolaire, et maintenant les jeunes de cette ville veulent créer le club. Donc voilà, on a une émulsion par rapport aux enfants et aux adolescents qui veulent effectivement jouer au ragdoll. Bon, il faut des équipements pour jouer, pour faire du sport. Il faut des équipements pour jouer. Et effectivement, les équipements, les infrastructures, ça coûte de plus en plus cher. C'est ça, exactement. Le bon nombre d'émissions avec Mathilde, effectivement, les maires, les élus viennent nous dire, ça commence à devenir un casse-tête quand on parle de patinoire, de piscine. Donc effectivement, le ragdoll, je pense que ça peut être une solution parce que ça peut jouer à l'intérieur ou encore, on l'a vu, encore une fois, en extérieur. Est-ce que vous pensez quelle cible visez-vous et est-ce qu'il peut avoir une certaine hype comme le paddle? On a vu que le paddle, ça cartonne en ce moment. C'est pas forcément la même cible, pas du tout même. Oui, c'est pas du tout la même cible. Moi, je joue au paddle, je joue au tennis, je suis un joueur de tennis, donc c'est un complément le ragdoll. C'est complètement différent. Donc déjà quand on joue, on a des sensations qui sont complètement différentes. On est sur un autre sport. Donc, non, on est dans une vague. Le paddle fait son histoire. Faut pas oublier que le paddle, c'est un sport qui existe depuis plus de 100 ans, qui est arrivé dans les années 80 en Espagne et seulement dans les années 2000 en France. Ouais. Donc, non, nous, on a des clubs de tennis qui commencent à regarder le ragdoll en disant ça peut être un complément aussi au tennis. Donc il faut le voir, faut avoir un esprit large. C'est un sport. Le ragdoll est un sport à part entière. On n'est pas un dérivé d'eux. Donc, mais on peut adapter le sport dans d'autres sports. Nous on travaille en partenariat avec le club de foot de Valbonne. Ils nous mettent à disposition le terrain. Donc notre club de Valbonne est sur un terrain de foot de Valbonne. Donc on peut avoir aussi une entraide avec d'autres sports, d'autres fédérations. Le but c'est d'avoir un sport pour tous. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Et en fait, même d'autres sports sont intéressés par le ragdoll parce que comme c'est un sport sans contact et que c'est un sport collectif, ça les amène à vouloir. Souvent, les sports aiment bien, les professionnels de foot ou d'autres sports aiment bien jouer à d'autres sports parce que pour stimuler aussi et développer d'autres aspects. Et l'intérêt de ragdoll, c'est que comme il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de blessure. Donc du coup, ils peuvent se projeter à essayer ce sport-là parce que ça va développer en même temps le cardio. Quand on maîtrise, ça va très vite. Donc cardio, justement, ce côté collectif, cette vision de jeu. Donc c'est, je dirais, complémentaire. Et donc on a eu déjà des footballeurs, des rugbyman, des handballeurs, des volleyeurs. On a fait jouer les champions de France de foot en salle. Donc c'est vraiment un plus en fait. C'est pas quelque chose de différent,
voilà, c'est pas opposé. Bon, bah écoutez, moi j'ai hâte de tester avec Mathilde. Je sais pas si Mathilde Oui. elle est motivée sur le racball. Avec rappelez-moi le nom du dribble du coup. Le dribble up. ça. Dribble up. Effectivement. Dribble up. C'est l'action de faire rebondir la De faire balle. rebondir Vers la le haut. balle sur la Tac, 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 et après on vise Tout à effectivement la target. Un grand merci à vous deux, Christophe Merci Lehmann, beaucoup. secrétaire général de la Fédération de racball, et Laurent Bidéry, qui est coach formateur en racball. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Extra School, l'extra scolaire sur School TV, avec ma chère Mathilde de Vessels. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.